Bonjour, mon nom est Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de Société. Je vous souhaite la bienvenue à ce 10e épisode de la gouvernance en 15 épisodes présenté par l'AMF. Vous le savez sans doute, le Québec compte plus de 50 000 OBNL, chacune étant dotée d'un conseil d'administration. Ces organisations de tout horizon sont au cœur de la société québécoise et la réalisation de leur mission est directement reliée à notre développement collectif. Dans la très grande majorité, pour ne pas dire dans la totalité des administrateurs et administratrices qui gravitent autour du collège, chacun d'entre nous a été ou est sur une ou plusieurs organisations de type OBNL. Ce que l'on fait est très important dans la contribution qu'on y apporte. Et Jean-François Henry a écrit un texte des plus intéressants sur la mesure de performance non financière des OBNL. On vous propose aujourd'hui un échange donc, entre Jean-François et un ASC d'expérience, Pierre Rodrigue, que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui vont pouvoir échanger concrètement sur ce que ça veut dire la performance non financière d'OBNL, comment on arrive à mesurer l'atteinte de la mission. Donc, il me fait vraiment plaisir de vous présenter notre directeur pédagogique au collège, M. Jean-François Henry, qui est ASC. Jean-François est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et il est aussi directeur de l'école de comptabilité. Vous aurez compris que c'est un homme fort occupé. Ses champs d'expertise couvrent principalement la mesure de la performance, la gouvernance et les outils de contrôle de gestion. Jean-François va discuter aujourd'hui avec M. Pierre Rodrigue, un homme tout aussi occupé, vous allez le constater. M. Rodrigue est vice-président Affaires du Québec chez BCE. Il est avocat de formation et bien sûr ASC. Il évolue depuis plus de 40 ans dans le grand secteur de la culture et des communications. Il est reconnu pour son expérience de gestionnaire et sa notoriété dans plusieurs réseaux professionnels et sociaux. M. Rodrigue a siégé sur une multitude de conseils d'administration, d'organisations caritatives notamment. Actuellement, il est président du conseil d'administration de Musique Action et de la Maison Saint-Gabriel. Il est aussi administrateur de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de Cinémania, du Fonds Bell, de la Fondation Evenco et de la Fondation 24 heures Tremblant. Alors, merci à vous deux de prendre un moment pour discuter de l'atteinte de l'objectif, aussi important soit-il, de chacune de nos OBNL au Québec. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-François. Bon. Écoute Pierre, le texte porte essentiellement sur la mesure de la performance non financière dans les organismes à but non lucratif, notamment la notion de mesurer la mission, l'atteinte de la mission, les impacts que l'organisme dans la communauté et la société. D'entrée de jeu, je serais porté de te poser la question suivante. Pour un membre de conseil d'administration de nos BNL, c'est quoi justement l'importance d'avoir accès à ce genre de mesures-là pour jouer son rôle d'administrateur sur un conseil d'OBNL? En fait, l'importance des mesures financières est relative. Parce que c'est assez loin de la mission. Quand on pense à une OBNL, il y a peu d'OBNL qui opèrent des banques ou qui gèrent de l'argent. Donc, par définition, l'argent est l'accessoire financier qui va servir à l'OBNL d'atteindre ses objectifs. Si on se concentrait uniquement sur l'atteinte des objectifs financiers ou s'il n'y avait que des mesures financières, tu pourrais avoir un bilan parfait, les revenus provenant de l'endroit où on pensait qu'ils devaient provenir, les dépenses à la bonne place, mais est-ce que tu mesures uniquement par un bon bilan que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu es en voie d'atteindre tes objectifs? Est-ce que tu as, prenons l'exemple loin de moi, mais le club des petits déjeuners, c'est pas parce que le club des petits déjeuners aurait une performance financière extraordinaire qu'il atteint son objectif s'il ne livre pas la quantité de petits déjeuners qu'il voulait livrer aux clientèles qu'il voulait atteindre. Donc, s'il n'y a pas de mesure de ses actions, s'il n'y a pas des endroits où il mesure l'impact de ses actions, ben d'après moi, il n'y a aucune manière de mesurer s'il est sur le bon chemin de l'atteinte de ses objectifs et donc de sa mission. Donc, à ce moment-là, comment tu dirais le plus grand risque pour un organisme de ne pas faire cet exercice-là, d'essayer un petit peu de formaliser, de quantifier l'impact justement de ce que l'on fait au-delà de le faire? Ben c'est ça. En fait, le risque pourrait être, le conseil d'administration pourrait penser qu'il est parfait, que l'organisation évolue d'une manière parfaite parce que les mesures étant exclusivement d'ordre financier,
ben, il serait financièrement parfait tout en étant en train de manquer totalement son objectif et sa mission. C'est le plus grand danger de ne regarder que la performance financière. Pour moi, fait en sorte que l'atteinte des objectifs devient quelque chose de tout à fait hasardeux. Là. Tu laisses à la chance. Il n'y a pas de mesure. Tu ne mesures aucunement ton cheminement, ta performance, ta trajectoire sur ta planification stratégique. Donc, au moment même d'établir ton plan stratégique, tu dois être capable de mesurer, de voir quels vont être les jalons que tu dois rencontrer, à quel moment et quels moyens tu prends pour t'assurer que tu es vraiment sur la trajectoire que tu voulais être. Selon ton expérience sur les conseils justement d'organismes à but non lucratif, as-tu vu évoluer à travers les 5, 10, 15 dernières années cette importance relative qu'on donne à cette performance non financière et à cette volonté-là de mesurer l'impact? Est-ce que tu as vu ça évoluer dans le temps? Ouais, moi, je dirais que c'est très moderne. C'est de la modernité dans la gouvernance. On avait bien d'autres chats à fouetter dès le départ, on le sait, sur les constitutions même des conseils d'administration, comment on devait fonctionner, quel était notre rôle vis-à-vis l'opérateur, vis-à-vis le comité de direction, etc. Et oui, ça fait partie des développements les plus récents de la gouvernance, de dire, OK, maintenant qu'on a des états financiers qui sont vérifiés ou avec des missions d'examen, dépendamment de la taille de l'organisation, maintenant qu'on a un comité d'audit, maintenant qu'on a un comité de ressources humaines, maintenant qu'on a un comité même de gouvernance qui va nous guider sur nos chantiers de gouvernance. Oh, OK, comment je mesure l'atteinte probante? Là, comment je fais pour m'assurer comme administrateur que tout ce qu'on fait là, X années parfaites au niveau financier, comment je fais pour voir que je vais atteindre l'objectif qui a, dans le fond, les racines de la création de l'OBNL. Si je suis une organisation de sport mineur dans un quartier de Montréal ou dans une ville à travers la province, bien, nonobstant le fait que j'ai réussi à balancer mes budgets, est-ce que j'ai tant d'équipes de formées? Est-ce que les jeunes apprennent? On sait que le sport avait peut-être, dans certains cas, l'objectif de sortir les jeunes de la rue, de leur donner des objectifs d'activité physique. Combien il y a de jeunes? Combien j'ai de nouveaux jeunes enrôlés? Est-ce qu'il y a une pérennité dans l'organisation parce que je me suis fixé comme objectif que après avoir joué pendant tant d'années, certains deviendraient instructeurs, etc. Tout ça mène à l'atteinte de la mission fondamentale de l'organisation, mais aussi à la pérennité de l'organisation sur 5, 10, 15 ans. Alors oui, répondre à ta question, c'est relativement nouveau. On a vu apparaître ça il y a à peu près ça, une dizaine ou une douzaine d'années. Et maintenant, je dirais que moi, il n'y a aucun conseil où je siège où il n'y a pas des prises de mesures non financières importantes et partagées par le conseil. Et dans ce genre de situation-là, personne ne peut être contre la vertu, mais il y a aussi des difficultés, puis c'est pas facile pour un organisme à but non lucratif, selon son contexte, d'être capable de pouvoir se rendre à la mesure, justement, de l'impact de sa mission. D'après ton expérience, qu'est-ce qui fait que pour certains conseils, l'organisation réussit à le faire et à fournir au conseil d'administration ce genre de mesures, et dans d'autres situations, ça devient plus difficile. Comment tu as pu voir peut-être les difficultés inhérentes à cet exercice-là? Ça peut être difficile selon les moyens financiers ou organisationnels ou les ressources humaines d'une OBNL, de mesurer un impact de l'activité de l'OBNL. Si on a voulu, je sais pas moi, je parlais tantôt de sortir des jeunes de la rue ou c'est pas toujours évident d'avoir sous la main ou dans l'organisation des sociologues qui vont aller prendre cette mesure-là. Par contre, plusieurs études existent. Souvent, les universités se prêtent au jeu, les collèges se prêtent au jeu de faire de l'analyse. Je dirais que ce qui la chose la plus importante, c'est d'être conscient de la nécessité de mesures non financières. Une fois qu'on en est conscient, on peut exécuter, on peut avoir ces mesures-là où on réalise qu'on n'a pas ces moyens-là. Mais déjà de s'être posé la question, déjà de s'être dit qu'il faudrait, je dirais que souvent, on trouve son chemin, on trouve des moyens qui peuvent être indirects d'atteindre la même cible. Et
assez étrangement, on va se rendre compte rapidement que d'autres parties prenantes autour de l'organisation, des subventionneurs, des parrains financiers, des gens dans l'environnement, vont voir tout le sérieux de l'organisation à s'être posé ces questions-là puis avoir tenté de mesurer l'impact de sa performance, de la performance non financière et l'impact de la performance non financière. Et parfois, ça pourrait même être le subventionneur qui fait un bout de chemin en disant « Bon, mais tu n'es peut-être pas capable comme organisation de prendre toute ta mesure. Moi, je peux en faire un bout. » Le gouvernement pourrait dire « Oui, je te subventionne à la hauteur de X dizaines de milliers de dollars par année. J'aimerais ça que tu puisses me donner l'impact. Je comprends que tu n'as pas les moyens de tout mesurer ton impact, mais tu pourrais peut-être te mettre avec d'autres OBNL qui te ressemblent et je pourrais financer cette étude-là. » Donc, il y a des moyens qui existent quand on n'a pas directement les ressources financières ou organisationnelles pour l'atteindre. Et, bon, une fois qu'on a tout dit ça, il va rester certaines OBNL qui n'auront pas. On parlait tantôt d'un chiffre de 50 000 organisations à but non lucratif au Québec. Il y en a des toutes petites qui vont devoir se satisfaire d'avoir posé la question et qui n'auront pas la réponse. Je dirais que ce qui les guette, c'est probablement des enjeux de pérennité. Là. Quand tu es à ce point petit, que tu as de la difficulté à mesurer l'impact et à savoir si tu es sur le chemin d'atteindre tes objectifs originaux, il y a des bonnes chances que tu arrives au bout de ton existence, malheureusement. Donc, je comprends qu'effectivement, donc, la taille de l'OBNL va jouer, donc l'accès aux ressources, c'est clair. Est-ce qu'à tes yeux, Pierre, selon aussi ton expérience, il y a des contextes ou des missions d'OBNL qui sont plus faciles, entre guillemets, à mesurer leur impact? Parce qu'on entend souvent comme contre-argument de dire, oui, mais nous, on veut lutter, par exemple, contre le décrochage scolaire, on fait différentes choses, mais il y a d'autres facteurs que nous qui vont faire en sorte que le décrochage scolaire va réduire ou pas dans la société ou dans le périmètre. Donc, pour toi, est-ce que ça peut jouer aussi? Puis comment, justement, est-ce qu'il y a des missions plus faciles que d'autres, entre guillemets, à mesurer l'atteinte? Oui, évidemment, là, ce qui se chiffre autrement qu'en argent, mais sur quoi on a du data, on a de l'information, va toujours être plus facile que lorsqu'on est dans des mouvements sociaux. Là, on parle d'itinérance, d'alphabétisation, etc. Non seulement il y a plusieurs facteurs qui causent ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'endiguer. Il y en a qui débordent les cadres de l'OBNL. Mais quand on peut mesurer, je prenais à dessein tantôt l'exemple du club des petits déjeuners, c'est sûr que tu ne peux pas nécessairement faire la relation causale petit déjeuner endigue le décrochage scolaire. Mais si ton objectif était de donner des petits déjeuners à 300 000 Canadiens qui n'en ont pas, puis indépendamment de la mesure financière, qu'un jour tu es capable de démontrer que toutes les clientèles que tu avais ciblées désormais ont un petit déjeuner, ben tu es déjà sur le sentier de l'atteinte de tes objectifs. Après ça, comme société, la mesure de l'impact de ton organisation, bien, là, tu viens de le dire, ça doit être combiné avec d'autres actions. Et parfois, la solution est là. Parfois, c'est de s'associer à d'autres contributeurs de facteurs, de contributeurs de réussite. Ça peut être les écoles, ça peut être d'autres, ça peut être le sport dans la même commission scolaire. Et au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, telle commission scolaire qui a un comportement différent d'une autre commission scolaire et qui améliore son score par rapport au décrochage, bien, à ce moment-là, ça pourrait permettre à l'OBNL de base de dire au moins je suis un contributeur d'une amélioration. Mais toujours, tout a été mesuré par un ensemble de joueurs dans l'écosystème. Ouais. C'est intéressant ce que tu amènes là, Pierre, puis ça m'amène la réflexion suivante ou la question suivante. Prenons le cas d'un OBNL de taille moyenne, disons, dont la pérennité n'est pas menacée. En tant que membre de conseil d'administration, comment tu réagirais si, justement, il y avait une direction qui était un petit peu hésitante ou réticente à vouloir faire l'exercice de mesurer, justement, sa performance non financière au niveau de l'atteinte de sa mission? Comment tu réagirais comme administrateur et comment tu pourrais l'aider, justement, les aider à cheminer vers des actions différentes?
Je serais assez surpris là, dans une situation comme celle-là. Je mettrais ça sur le dos de l'éducation, de la connaissance un peu plus fine de la gouvernance moderne. Mais surtout une organisation pérenne, surtout une organisation qui n'a pas d'enjeu criant et qui va bien. J'aurais de la difficulté à comprendre comment la direction ne verrait pas les grands avantages de se mesurer à tous les endroits où tu peux te mesurer. Et je dirais même que l'organisation qui se mesure le mieux et qui a le plus d'informations sur sa performance va nécessairement sortir du lot, va nécessairement avoir une appréciation plus grande de la part des autres parties prenantes, de la communauté en général, des clientèles servies, des subventionneurs. Prenons juste l'argent public qui va venir au support de différentes causes et lorsque le gouvernement peut être sollicité, le gouvernement va toujours préférer aider des organisations qui ont des chances de survie, qui ont des chances de pérennité, qui ont des chances d'être encore là dans 5 ans, dans 10 ans, pas avoir mis de l'argent pendant 3-4 ans dans quelque chose. Et la meilleure manière pour le gouvernement d'être rassuré, c'est de voir que l'organisation se questionne et essaie de trouver le plus d'informations possible sur sa performance et pas uniquement sur ses bilans. C'est sûr qu'un mauvais bilan ou une mauvaise performance financière va allumer plein de lumière sur le tableau de bord. Mais à état financier comparable, à performance financière comparable, à sérieux financier comparable, ce sont toutes les autres mesures de performance qui vont distinguer une organisation par rapport à une autre. Donc, une organisation qui tarderait à le faire. Donc, le rôle du conseil, c'est une espèce de rôle de catalyseur, soit en questionnant carrément, bon, ben, jusqu'à quel point on atteint notre mission, ou ça serait à travers questionner le processus menant à la mesure ou à la non-mesure ou le pourquoi qu'on n'a pas cette information-là sous la main. En fait, la première question que tu soulèves, je dirais, c'est ou bien des conseils, je reprends mon thème de connaissances, ou bien le conseil a peu de connaissances en gouvernance moderne et se limite à observer la conformité financière. Donc, il ne sait pas à quoi il aspire, ou bien la curiosité des membres j'allais dire mieux instruits, plus au fait de la gouvernance moderne, devrait contaminer la direction sur les avantages de prendre des mesures de performance non financière. Et je répète, là, moi, si j'avais une équipe de direction qui ne comprend pas ce virage-là, qui ne voit pas les avantages de mesurer autrement l'entreprise ou l'organisation que par ses chiffres, moi, ça allumerait des lumières sur mon propre tableau de bord en me disant comment ils vont faire pour expliquer cette organisation-là, à moins que la fonction de l'organisation soit de gérer de l'argent, auquel cas la mesure financière est la bonne, comment tu peux dire je fais continuellement mon travail, je suis continuellement sur la trajectoire de ma mission, de mon plan stratégique, si tu ne te mesures pas? Absolument. En fait, ça me fait réfléchir. J'aurais envie de te poser une question, une question piège, pour le plaisir de la chose. Parce que tu disais tantôt, Pierre, que c'est pas toujours simple d'avoir cette espèce de causalité entre la mission, les activités que l'on fait à l'intérieur de l'organisme et les impacts, justement. Qu'il y avait une distance. C'est-à-dire, par exemple, on référait au décrochage scolaire, par exemple. Pour un conseil d'administration, face à cette difficulté-là, est-ce que c'est préférable d'avoir accès à une information incomplète, un peu imprécise, ou ne pas en avoir du tout? Lequel est le mieux ou lequel est le moins pire, peut-être? Entre les deux mots. C'est vraiment une question piège parce que je vais faire le parallèle avec, on demanderait à un pilote d'avion, qu'est-ce que tu aimes mieux? Ton tableau de bord ne marche pas ou tu as des cadrans qui ne te donnent pas la bonne information? Ou tu n'as pas toute l'information. D'abord, il y a une différence entre pas toute l'information, une information partielle, puis une information déficiente qui n'est pas sûre, puis une information inexistante.
le pire pour moi, c'est de penser que tu as l'information complète et qu'elle est incomplète. Ça, c'est pire parce que ça te mène, ça te guide, tu t'appuies, tu penses que tu as ce qu'il faut pour prendre une décision et tu ne l'as pas ou tu n'as pas les bons fondements pour prendre ta décision. À la limite, si tu n'as pas d'information, là, tu sais que tu es dans le noir, tu vas être encore plus prudent, tu vas probablement, sans information, vouloir valider des parties de dossier. Tu vas vouloir aller chercher de l'information, tu vas poser des questions précises parce que tu n'as même pas le début d'une information. Alors, c'est une drôle de question qui m'amène à une drôle de réponse. Moi, j'aime presque mieux me faire dire « je n'ai pas d'information » que de me faire dire « voici l'information » et qu'elle est incomplète, inexacte, elle est dangereuse dans ce temps-là. Moi, mais ça, c'est plus personnel. Là. Dire « j'aime mieux pas voir que de mal voir », d'autres te diraient peut-être le contraire. En fait, il n'y avait ni bonne ni mauvaise réponse. C'était une question piège. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on a parlé, tu as parlé aussi tantôt, Pierre, un peu des risques pour un organisme de ne pas le faire, au niveau de sa reddition de compte, au niveau de sa capacité à légitimer le sens de son action par rapport aux parties prenantes. Donc, il y a effectivement certains risques à ne pas le faire. Par ailleurs, est-ce que tu perçois, ou dans ce que tu as pu observer en pratique, observer des risques aussi à le faire, à se plonger dans l'exercice et à fournir au conseil d'administration certaines de ces mesures-là avec les avantages et les inconvénients aussi qu'il peut y avoir. Est-ce que tu vois donc des risques à le faire aussi? Bien, c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, tu disais, qu'est-ce que tu fais devant une direction qui refuse de jouer le jeu? Je ne l'ai pas abordé tantôt, mais il y a aussi le scénario où la direction se doute ou sait des choses que le conseil ne sait pas. Peut-être que dans une certaine organisation, la direction pourrait avoir conclu que finalement, son action ne change pas la vie qu'elle devait changer, n'atteint pas l'objectif, finalement, l'organisation n'est pas utile. La direction pourrait en avoir le soupçon, pourrait se l'être fait dire, l'avoir réalisé, sans la prouver avec des faits, sans la prouver avec des mesures. Et quand le conseil demande de prendre ces mesures-là, le grand risque, là, si on veut, c'est que l'organisation doive conclure à son inutilité. Donc, j'ai parti une OBNL avec un groupe de personnes. Nous étions volontaires, de bonne foi. On avait un objectif louable. On a eu une performance et on a toujours une performance financière équilibrée et solide, parce que si c'était pas ça, ça se saborderait, là, ça prendrait pas de temps pour tomber. Mais tout ça étant dit, j'atteins pas les objectifs. Ma mission est soit déconnectée ou soit inatteignable. Alors, les années passent, j'ai mes soirées bénéfices, je ramasse mon argent, je la dépense de la bonne manière, mais est-ce que je change ce que je devais changer dans mon intention de départ? Et il se pourrait qu'en prenant ces mesures-là, je me rende compte que j'atteins pas mon objectif, j'accomplis pas ma mission et que donc, je sers pas à ce que je devais servir. Et là, ça devient problématique parce que si je vais chercher de l'argent, je me retrouve à aller la chercher pour des faux prétextes. Je peux pas aller chercher de l'argent des subventionneurs et dire « Soyez heureux, je la dépense bien, mes chiffres sont équilibrés. » Dans le fond, ce qu'il faudrait que je leur dise, c'est « Vous me faites un chèque parce que je vous dis que je vais faire ceci, qui aura un impact X, Y, Z, et je me rends compte après tant d'années que je n'ai pas d'impact. » À ce moment-là, c'est pratiquement non plus un risque, mais un avantage, parce qu'autrement dit, on va se rendre compte que l'action ou les choix qui ont été faits ne découlent pas sur des impacts. Et donc, ou on réoriente, ou on fait autre chose, ou bref, on va être dans la porte. Et donc, ça me paraît un élément positif. Ben oui, parce que... Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, nous, on sert, dans une OBNL, tu ne sers pas l'actionnaire, tu ne donnes pas de valeur à l'actionnaire.
dans le fond, tu poursuis ton objectif, ta mission. Le jour où tu dois t'admettre que tu n'y arriveras pas, tu as raison, c'est un avantage parce que tout le reste est une perte de temps. Une perte de temps, c'est une perte d'argent. Donc, soit que tu te réorientes, ou soit que tu te fusionnes, ou soit que tu dis, OK, ça n'a pas marché. C'est une faillite morale, là, parce que personne n'a perdu d'argent. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont contribué financièrement et on n'a pas atteint l'objectif. Mais il n'y a pas eu de dol, il n'y a pas eu de fraude. Et l'acharnement, je dirais, le refus de conclure comme t'amènerait à conclure les différentes mesures que tu prends, là, il commencera à avoir de la mauvaise foi. Le directeur général qui n'ose pas le dire ou qui ne fait pas les mesures parce qu'il sait que, dans le fond, il protège sa job. Oui, absolument. Donc, à ce moment-là, est-ce que dans le territoire des inconvénients potentiels, le risque du biais dans la mesure et donc est-ce que la mesure peut même accentuer l'asymétrie d'information entre la direction et son conseil à ce moment-là? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Effectivement. Donc, à la lumière de tout ce qu'on se dit, Pierre, on a parlé tantôt de l'évolution dans les 5, 10, 15 dernières années, ce passage-là vers une plus grande importance donnée aux mesures non financières, notamment les mesures d'impact. Est-ce que pour toi, ça demeure, entre guillemets, une espèce de mode éphémère ou tu vois plutôt la naissance d'un réflexe qui va s'intégrer dans les pratiques de gestion des organismes à but non lucratif et par le fait même des conseils d'administration à questionner et à vouloir demander ce genre d'informations-là? Une mode, bref, ou l'émergence de quelque chose? Définitivement pas une mode. Je le dis, c'est une nouvelle phase de la saine gouvernance. Et puis, là, c'est rendu même, je pense, auprès je parle toujours des subventionneurs ou des gens qui supportent financièrement ou qui accréditent autrement, là, mais qui supportent une organisation. Ces gens-là autour vont aussi rentrer dans la danse et demander à avoir accès aux autres facteurs de performance. Je commence à le voir chez nous, là, dans notre analyse des différentes demandes de support, par exemple en santé mentale chez Bell. Là, c'est pas juste où en êtes-vous financièrement, comment vous êtes équilibré, où allez-vous chercher votre argent, comment vous le dépensez. La question véritable, c'est de dire, vous avez comme mission, vous avez comme objectif de faire ceci. Démontrez-nous que dans la première phase de notre soutien qui a duré 3 ans, démontrez-nous que vous êtes sur votre sentier vers l'atteinte de vos objectifs. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, on ne sera pas moins bons amis, mais on va arrêter de vous supporter. Donc, si nous, on pense comme ça, et je sais que, par exemple, le ministère de la Culture et Patrimoine Canada pose ces questions-là aux musées, aux organisations dans le monde culturel en disant, où en êtes-vous dans vous vous êtes constitué avec des objectifs. Où en êtes-vous? Et démontrez-nous comment vous avez pris cette mesure-là. Alors, c'est définitivement pas une mode. Je pense que c'est là pour rester. Et je pense que c'est une très, très, très bonne chose dans les OBNL. Est-ce que ça peut faire un peu de ménage? Est-ce qu'il y a des organisations qui vont se rendre compte qu'elles ne peuvent pas répondre adéquatement, positivement, être capables de le démontrer? Peut-être. C'est pas une mauvaise nouvelle à terme. Pierre, ce fut un entretien fort agréable. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience et de tes visions. Et au plaisir d'échanger avec toi dans le futur sur la continuité de l'évolution de la situation des OBNL au Québec. Merci de m'avoir reçu et je suis toujours disponible. Je suis toujours fier de mon passage au collège et de pouvoir contribuer. Merci infiniment. C'était, Jean-François, effectivement tellement riche. Ça me rappelait, quelqu'un m'a raconté quelque chose il y a quelques semaines où justement ils se sont questionnés sur la mission, sur la pertinence, parce que la COVID est venue bouleverser l'ensemble, accélérer ces questionnements-là. Les facteurs ESG qui sont de plus en plus présents et qui descendent aussi dans les OBNL, ils ont changé complètement de cap parce qu'ils ont pris ce pas de recul-là peut-être plus rapidement qu'ils ne l'auraient pris
mutualité de la COVID qui accélérait les choses, mais définitivement d'accord avec vous, on est là pour rester dans ce type de mesures. Donc, je vous remercie encore infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous donne rendez-vous pour le 11e épisode de la gouvernance en 15 épisodes. Le 11e épisode, oui, ça le sera, de la gouvernance en 15 épisodes qui portera sur la présidence des sociétés d'État avec Joanne Brunet.